Alors, ce soir, tu as évoqué les questions d'architecture, d'urbanisme. On va passer la parole à Pascal Victor, qui a fondé la Maison de l'Architecture de Normandie, qui accompagne d'ailleurs la région dans ses travaux, dans ses expositions. Les maires ont aussi à effectuer des choix en matière d'architecture, d'urbanisme, d'aménagement. Est-ce que c'est une question, justement, cette préoccupation du bruit, du traitement du bruit, du sonore, de l'acoustique, qui est suffisamment prise en compte, et comment on la traite alors aujourd'hui? Est-elle suffisamment traitée dans les écoles aussi? On a une école d'architecture en Normandie. Est-ce que c'est bien enseigné tout ça? Bien, sujet complexe. Moi, mon regard, il est en tant qu'architecte, et je précise que si l'architecture est très concernée par le traitement du bruit, il n'est pas a priori un spécialiste du son, et son expertise n'est, ou plutôt n'était pas attendue sur ces questions, si ce n'est pour des situations spécifiques, comme les salles de concert ou de musique, auquel cas il associe un acousticien. En tant qu'architecte, je n'ai donc pas de compétences particulières dans ce domaine, mais ce sujet est passionnant et me passionne. Je peux donc vous faire part de la manière dont je reçois cette question en tant qu'architecte et urbaniste. La réglementation acoustique impose des exigences minimales à respecter par rapport au bruit extérieur, au bruit intérieur également, ainsi qu'au bruit d'impact. De ce point de vue, l'impact du bruit et de ses effets est bien entendu pris en compte dans les projets d'architecture et même d'urbanisme. Je parlerai tout à l'heure d'ailleurs de la deuxième partie, l'urbanisme et l'aménagement. Lorsque c'est nécessaire, un acousticien est intégré à l'équipe de maîtrise d'œuvre. Je fais un petit mot sur la maîtrise d'œuvre parce que je pense que tout le monde sait ce que c'est, mais par rapport à la remarque de Monsieur le Président sur l'interpellation des architectes, j'aurais à dire, parce que ça se passe au niveau des écoles, dans la formation, et l'architecte, aussi brillant soit-il, rentre dans des cadres quand on a un programme, et c'est le programme qui détermine si oui ou non on aborde tel ou tel sujet dans l'aménagement. L'architecte ou même l'aménageur peuvent ainsi chercher des solutions dans la réflexion sur le plan de masse. Par exemple, nous sommes Atelier de Deux Anges, c'est le cabinet dans lequel je suis. Et nous avons un projet qui s'appelle Gaïa, pour ceux qui le connaissent, sur le quartier Flaubert, qui est un très grand projet. Et je le cite pour exemple parce que c'est facile à voir et à comprendre. Par exemple, l'Atelier des Deux Anges est en train de livrer le projet Gaïa dans le quartier Flaubert à Rouen, qui a été conçu de manière à orienter les logements côté canal, il y a un canal, un grand canal, et non vers le pont Flaubert. Pour le bruit, pour des raisons de ne pas subir le bruit du pont, etc. Mais, et ça c'est le plus intéressant je pense, nous pouvons aussi remarquer que les attentes sociales concernant l'architecture évoluent selon les époques et qu'après la vision fonctionnelle de l'époque moderne, c'est aujourd'hui une approche plus durable et sensorielle qui est au cœur de la production architecturale. La notion de care, c'est-à-dire l'attention portée à autrui et la relation architecte, maître d'ouvrage ou client ou habitant, nécessite que le projet architectural soit considéré comme un projet soignant, voire réparateur, rééquilibrant. À cet effet, le son fait partie d'une approche multisensorielle du projet de construction, ce, à toutes les échelles. Le son n'est pas seulement une question de pollution sonore, c'est aussi une ambiance sonore, un environnement, une expérience. L'architecture n'est pas simplement une machine à habiter, à se former, à travailler ou à se faire soigner. La même agence, et il y a monsieur de l'ARS avec qui je discutais avec le directeur de l'ARS la semaine dernière, l'Atelier des Anges dirige actuellement le chantier du projet CHB1 du centre Becquerel, en association avec les architectes de groupe 6. Ce projet a été conçu sur la base d'un élément fort de programme, le cahier des charges sensorielles. Le maître d'ouvrage, représenté par son directeur général, le docteur Pierre Véra, a ainsi souhaité une approche basée sur la perception visuelle, tactile, sonore et olfactive du futur bâtiment dont le chantier vient de commencer. Et ce, afin de porter les valeurs du centre et offrir un cocon favorable à la guérison et à l'apaisement des patients.
Ainsi, le projet est conçu de manière à donner une ambiance sonore générale apaisée par l'emploi de matériaux naturels, tels que le bois, par exemple, en utilisant revêtement de sol en parquet, sous couche acoustique, absorbant les bruits de pas, parfois absorbant les bruits de conversation, mobilier en bois, paravent en baffle acoustique, etc. Le maître d'ouvrage, étant tellement convaincu de l'effet réparateur d'une approche sensorielle, qu'il est prêt à remplacer les mobiliers et revêtements qui auraient été abîmés par un usage mal adapté. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de visiter un projet de lieu de vie pour personnes âgées, aujourd'hui lieu de séminaire et de formation à Järna, à quelques kilomètres de Stockholm, en Suède. Cette visite a été pour moi très très marquante par sa qualité sensorielle. Ce lieu de vie avait été conçu par l'architecte danois Erik Amundsen, selon la philosophie de Rudolf Steiner. Cela produit une architecture au-delà de la modernité holistique, en relation avec la nature, où tous les sens sont pris en compte. L'utilisation des matériaux naturels contribue pour beaucoup à cette qualité. Quelques architectes reconnus ont exploré la question du son dès les années 70. Peter Zumthor est connu pour son approche multisensorielle et sa capacité à concevoir des espaces architecturaux où les matériaux, la lumière, l'atmosphère jouent un rôle central dans l'expérience sensorielle. Le son permet de rendre sensible une expérience spirituelle en amplifiant, contribuant à un sentiment de sérénité ou en jouant du contraste entre le silence intérieur et les sons extérieurs. Dans son projet, Peter Zumthor, des thermes de valse, les surfaces en pierre amplifient les sons de l'eau en créant une résonance apaisante. Le son dans les thermes de valse est une composante essentielle de l'architecture qui agit sur plusieurs niveaux. Le niveau physique, le niveau émotionnel et le niveau spirituel. Dans un autre de ses projets, la chapelle Saint-Benoît, c'est le bois qui produit une résonance chaleureuse. Le bois absorbe légèrement les sons tout en leur donnant une texture organique, évitant tout écho agressif. Interaction avec les chants, les sons vocaux comme les prières ou les chants liturgiques se diffusent harmonieusement, créant une atmosphère enveloppante et intime. Un autre architecte, Bernard Tschumi, utilise les matériaux pour leur qualité structurelle et esthétique, mais aussi pour leurs propriétés acoustiques. Le béton qui réfléchit les sons et accentue les résonances dans les espaces vastes, le verre qui transmet les sons tout en créant une barrière visuelle, jouant sur la transparence sonore, le métal qui amplifie les sons de contact comme les pas ou les vibrations, participant à une dynamique sonore industrielle et urbaine. Tschumi nous invite à penser le son comme un élément dynamique émergeant de la relation entre les utilisateurs, les matériaux et les configurations spatiales. Ces œuvres, bien qu'axées sur la disjonction et le mouvement, permettent une réflexion profonde et l'interaction entre architecture et paysage sonore. Ces projets phares sont le Parc de la Villette et l'Acropolis Museum à Athènes. En conclusion, les piliers de l'architecture, c'est-à-dire ses concepts fondamentaux ou principes directeurs, ont évolué au fil des époques en fonction des contextes culturels, techniques, religieux, esthétiques. Tout bêtement, le son des villes au Moyen-Âge ne correspond absolument pas au son aujourd'hui, et donc les attentes sont complètement différentes. Le son n'est plus à considérer uniquement comme un phénomène technique, c'est un outil puissant pour enrichir les expériences spatiales, améliorer le confort et façonner les émotions dans les projets architecturaux. Ce qui peut caractériser l'architecture contemporaine, c'est peut-être la recherche d'une expérience sensorielle. Cette expérience passe à la fois par la recherche d'une qualité acoustique des espaces, bien évidemment, la réverbération, l'absorption et la diffusion, l'isolation phonique. L'architecte peut également concevoir des espaces qui offrent une expérience sonore spécifique. Créer des ambiances, par exemple favoriser les sons naturels, l'eau, le vent, dans un jardin ou un espace public. Interaction entre espaces, concevoir des lieux où le son circule harmonieusement comme dans les musées et les bibliothèques. Aménager des espaces en fonction des niveaux sonores souhaités, salles de conférence, calme, espaces sociaux plus animés. Le son dans l'aménagement urbain. J'ai presque fini. J'avais 10 minutes. À l'échelle du projet urbain, la nécessité provient du cloisonnement des acteurs et de la spécialisation de chacun. On reste souvent dans une posture de lutte contre le bruit,
qui bien sûr est nécessaire. Par exemple, le quartier Flaubert à Rouen, avec un plan d'aménagement qui prévoit des bâtiments écrans au bruit routier à usage d'activité. Mais nous pouvons cependant faire le pari que les années qui viennent verront une écologie plus sensible et plus sensorielle trouver sa place dans la production architecturale. Cet échange le prouve. Ces interrogations infusent les imaginaires techniques et les architectes et urbanistes s'en emparent. À Montréal, le paysage sonore est une nouvelle approche centrée autour d'une approche proactive, centrée autour de l'utilisateur, qui redéfinit le son comme ressource en lien avec les autres considérations d'aménagement urbain, et ce, depuis la phase de conception à l'utilisation à long terme des espaces urbains. L'approche du paysage sonore saisit l'idée et les sons appropriés peuvent être utilisés de manière positive. Elle dévie ainsi de l'approche traditionnelle de l'atténuation du bruit urbain, qui vise à rendre les villes moins négatives, mais pas forcément plus positives. Dans certains contextes, la présence de musique, conversation, chants d'oiseaux, bruit d'eau peuvent améliorer la qualité des espaces urbains. Ainsi, le son peut contribuer à notre bien-être, nous aider à nous orienter, focaliser notre attention et faire partie intégrante de nos souvenirs des espaces publics, voire de la ville dans son entier. Christian, ce que vient de raconter Pascal, c'est extrêmement positif. Pardon, c'est extrêmement positif et je m'en réjouis. On a une petite remarque sur les bruits d'eau. On a eu des exemples qui n'ont pas forcément bien marché sur des bruits d'eau qui ont été rajoutés sur un bruit ambiant, justement. Alors évidemment, le résultat, je vais vous dire, il est positif. C'est-à-dire que quand on rajoute en fait des cascades sur des places publiques, par exemple, alors qu'on a déjà du bruit, mais qu'on rajoute en fait ce bruit d'eau, les gens sont plutôt satisfaits. C'est-à-dire qu'ils vous disent a priori, ouais, c'est mieux. Bon, pourquoi? Parce que l'eau est rafraîchissante et qu'elle est nécessaire à la vie, tout simplement. Mais attention, il ne faut pas se tromper. Le niveau sonore est plus important aussi. Et on a discuté l'autre jour avec un des grands professeurs de l'Institut de l'audition, et en me disant que ça ne résout pas des problèmes justement de nuisance sonore en tout cas. Et effectivement, le système, lui, de perception, lui, il est toujours attaqué, quoi qu'il en soit. Alors on a l'impression que c'est plus agréable, a priori. Il faut s'en méfier néanmoins, parce que tous les sons ont un sens. Certes, donc ça nous rend heureux ou malheureux. Là, en l'occurrence, ça nous rendrait plutôt heureux, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même du bruit sur le bruit. Donc, on fait attention à cela. On est un peu réservé sur cette option. Voilà, mais sinon, tout ce que vous avez proposé vraiment me laisse entrevoir, en tout cas, des possibilités incroyables. Et ça, j'aimerais vous avoir avec nous sur toutes les écoles d'architecture pour qu'on puisse évoquer tout cela, parce que ce que vous avez dit est très important. Mon associé est enseignante. Voilà.